Coup de tonnerre au Mali. Le chef terroriste Husseini a été neutralisé lors d'une opération sécuritaire. Un événement majeur qui pourrait influencer la lutte contre les groupes armés au Sahel. Que s'est-il passé? Décryptage dans cette vidéo. L'opération elle-même s'est déroulée le 3 juin 2026 à Mounia. C'est dans le centre du Mali, à 45 km de l'ouest de Djenné. Et cet exploit est une véritable avancée, c'est une grande réussite pour les FAMA dans la mesure où ça a permis d'éliminer une grande figure de l'architecture terroriste dans le Sahel et même dans la région, puisque c'est une figure très importante, même si ce personnage ne figure pas dans la liste de ceux dont les têtes sont mises à prix par le Mali. N'oubliez pas qu'il figure quand même, sa tête est également mise à prix par les États-Unis. Et il coûte même plus cher, puisque les États-Unis ont mis sa tête à 5 millions de dollars, ce qui fait sensiblement 3 milliards. Il est donc au-dessus de Iyad Agali, qui coûte 2 milliards. Donc vous voyez, ça décrit l'importance de ce personnage dans l'architecture terroriste du Sahel. Justement, venons-en au personnage. Qui était-il précisément et quel rôle est-ce qu'il jouait dans l'architecture du groupe djihadiste au Sahel? Alors déjà, il faut expliquer que c'est un ancien membre du Moujao. Quand on parle du Moujao au Mali, les gens se souviennent de comment le Moujao a terrorisé les populations. On se souvient après la destruction de la Libye, lorsque les terroristes se sont déversés au Mali et qu'ils ont même installé leur quartier avec armes et bagages et qu'ils ont pris plusieurs localités en otage. On se rappelle où ils percevaient des tasses, où ils faisaient leurs lois, ils ont installé même la charia. N'oubliez pas, le Moujao faisait partie des groupes qui ont fait tout ceci. Et lui, déjà à l'époque, c'était un personnage central. Mais après, il s'est reconverti puisqu'il est devenu un membre actif du GENIM. Et le GENIM, aujourd'hui, c'est l'un des groupes qui frappe très fort dans le Sahel et même dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un personnage qui a un rôle de coordinateur. Donc, il coordonne les activités et il est chargé donc de réunir la logistique nécessaire. Il est chargé de trouver de recruter du monde et de mobiliser les fonds pour agir. Donc, c'est un coordonnateur et c'est ça qui fait de lui un personnage important dans l'architecture terroriste. Donc, il agit à Sikasso, il agit à Katiala et il glisse également vers le Burkina Faso. Voilà donc son terrain de prédilection. C'est vraiment dans ces trois zones-là qu'il agit et qu'il a fait parler de lui. Un cadre important du réseau du GENIM, expérimenté également, mais en quoi son élimination peut-elle affecter les capacités opérationnelles du groupe terroriste? Disons qu'on a remarqué depuis le début de l'année 2026 que le GENIM s'est de plus en plus glissé vers le Burkina Faso, vers le Mali et dans le nord du Bénin. Mais ils ont réduit leur activité proprement dite au Mali. Même si on sent quand même avec les derniers événements de mai où il y a eu une coordination carrément des actions terroristes entre les rebelles et ces groupes terroristes. Donc il faut dire que son élimination est une grande avancée dans la mesure où ça va affaiblir donc, le taux de réussite de leur opération. Parce que c'est un personnage qui est très expérimenté, c'est quelqu'un qui est quand même d'un certain âge, qui a beaucoup de réseaux. Donc un personnage pareil ne se remplace pas en quelques jours. Ça veut dire que le GENIM aura fort à faire pour... c'est vrai qu'on a vu d'expérience que ces groupes terroristes arrivent quand même à se reconstituer rapidement et à remettre en place leur technicité et leur capacité opérationnelle. Mais avec le départ donc, de ce personnage, c'est sûr qu'ils vont mettre quelques temps quand même avant de se relever. Vous estimez que c'est un coup dur à infliger donc, au GENIM? Absolument. Vous voyez, je l'ai dit tantôt, si sa tête est mise à prix par les États-Unis, vous comprenez quand même que c'est un personnage important. L'opération a été menée grâce à une frappe de drone ciblée selon un communiqué officiel. Que révèle cette action justement sur l'évolution et la capacité de renseignement et de surveillance des FAMA? Mais cela signifie d'abord que les FAMA ont augmenté leur capacité opérationnelle. Et vous savez, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, c'est l'efficacité de l'armée unifiée de l'AES, ainsi que l'installation des centres de commandement aérien. C'est-à-dire que, puisque nous sommes dans une guerre asymétrique, où l'ennemi se cache et se coordonne pour venir frapper. À partir de ce moment, il est démontré que c'est vraiment les frappes ciblées, les frappes aériennes ciblées, qui peuvent faire avancer la lutte. Et les pays de l'AES l'ont compris.
puisque dans tous les 3 pays de l'AES, il y a des bases opérationnelles aériennes pour les drones, des centres de commandement pour les drones. Et si donc l'acquisition des drones TB2 ont apporté une grande capacité opérationnelle aux armées, puisque aujourd'hui, que ce soit les FAMA ou les autres armées de l'AES, vous verrez qu'aujourd'hui, les armées arrivent quand même à avoir des cibles précises et à pouvoir frapper sans forcément créer des dégâts collatéraux inutiles. Donc, cela révèle que vraiment les FAMA ont beaucoup avancé, ont beaucoup affiné pour finir leur capacité opérationnelle à travers les drones. Ce qui limiterait aussi les bavures militaires? Ce qui limite évidemment les bavures militaires, parce que c'est ça aussi qu'on reproche aux armées en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'armées en Afrique qui ne savent pas cibler et opérer en toute précision. Mais aujourd'hui, les armées de l'AES et beaucoup d'autres armées de la région ont appris à être vraiment, à frapper au millimètre près et à sortir donc la cible voulue. Je crois que ceci démontre, l'élimination de ce personnage démontre que les FAMA ont quand même avancé, ont beaucoup avancé dans la précision opérationnelle, et c'est important. Un leader de JNIM neutralisé par les FAMA, une grande victoire pour l'armée malienne, mais peut-on parler d'un affaiblissement considérable des groupes armés terroristes après donc ce succès de l'armée malienne? Est-ce qu'ils ont toujours la capacité de remplacer rapidement le leader? Oui, disons que là, nous avons 2 réalités qui coexistent. La première, c'est que avec ces figures-là, qui sont des figures, ce n'est pas la seule figure, hein. Il y a eu beaucoup d'autres éléments, même si les 7 figures emblématiques-là, dont nous avons Amadou Kounfa, qui coûte 1,5 milliard, dont la tête est mise à prix 1,5 milliard, nous avons Yada Gali, qui fait 2 milliards, et les 5 autres, c'est vraiment les figures qui, si on les retrouve, on les capture, on les neutralise, ça va porter un coup dur. Mais Kéréni, lui, Ousseini Maouda, lui, il est au 2e plan en réalité. C'est un cadre de niveau moyen. Dans l'armée, on peut dire que c'est, si vous voulez, c'est un officier. On peut dire que c'est un officier de 2e rang, c'est-à-dire des gens qui reçoivent les ordres et qui s'occupent de la mise en œuvre de ces ordres-là. Donc c'est un personnage important, il ne faut pas le négliger. Alors, donc, si ce personnage-là est éliminé, ça va être difficile de trouver un entre guillemets, j'allais dire un bon élément, mais c'est un mauvais élément. Donc ça va être difficile, voilà, donc c'est un mauvais élément, donc ça va être difficile de trouver un si bon mais mauvais élément. Alors, donc, il y a ça. Il y a aussi l'autre réalité qui est que, effectivement, ces groupes-là, puisqu'ils ont des soutiens énormes